À 18 ans, mes parents m'ont abandonné à la ferme familiale pour que leur fille en or puisse briller. Des années plus tard, ayant bâti une vie qu'ils n'imaginaient pas, ils sont revenus exiger mon soutien. Seulement pour découvrir qu'aucune place ne leur était réservée à mon mariage. Je me tenais dans ma robe de mariée de créateur, le tissu de soie tombant parfaitement alors que je vérifiais le plan de table une dernière fois. Mon organisatrice de mariage, Grace, s'approcha, sa tablette à la main. Tout semble parfait, Thérèse. Il faut juste confirmer la section de la famille. Où dois-je placer tes parents et ta sœur? Je levai les yeux des cartons nominatifs soigneusement disposés, rencontrant son regard interrogateur avec un calme absolu. Il n'y a pas de place pour eux. Ils ne sont pas invités. Le visage de Grace se vida de ses couleurs tandis que le choc se lisait dans ses yeux. Je comprenais sa surprise, mais elle ne savait pas ce qui s'était passé 10 ans plus tôt, lorsque mes parents m'avaient conduite à la ferme isolée de mes grands-parents en Auvergne, prétendant que j'avais besoin de me retrouver pendant qu'ils se concentraient sur la carrière de tennis de ma sœur cadette, Manon. Le soleil de juin tapait à travers la fenêtre de notre cuisine alors que j'étalais des brochures universitaires sur la table de la salle à manger. Ma lettre d'admission à l'université de Lyon était bien en évidence. J'avais 18 ans et j'étais prête à conquérir le monde. J'avais obtenu une bourse partielle grâce à des années de travail acharné et d'études nocturnes. Mon avenir semblait aussi radieux que ce matin d'été. « Thérèse, tu peux enlever tes affaires ?» Manon fit irruption par la porte arrière, raquette de tennis à la main, la sueur brillant sur son visage de 16 ans. « Maman veut revoir mon programme d'entraînement ici. » Je rassemblai mes papiers, remarquant comment nos parents, Robert et Patricia, entouraient immédiatement Manon d'eau glacée et de serviettes fraîches. Elle avait du talent, sans aucun doute. Des recruteurs universitaires la suivaient depuis sa première année de lycée, mais j'avais mes propres rêves, ma propre voie à suivre. Réunion de famille ce soir, annonça papa pendant le dîner, sa voix portant ce ton qui signifiait que quelque chose d'important allait arriver. Nous partons en voyage demain. Je ne peux pas manquer l'entraînement, protesta Manon, la bouche pleine de pâtes. Les championnats régionaux sont dans 3 semaines. Juste 2 jours, la calma maman en lui frottant l'épaule. Vos grands-parents ne vous ont pas vu depuis plus d'1 an. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mémé Rose et Pépé Franck vivaient à 6 heures de route, dans leur ferme au fin fond de l'Auvergne. Nous les voyons généralement à Noël, peut-être à la Toussaint. Une visite impromptue en juin me semblait étrange, mais je repoussais ce sentiment. Le lendemain matin, je chargeai ma valise dans le SUV de papa, préparé pour un court week-end. Manon boudait sur la banquette arrière, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, textant furieusement avec ses amis de tennis sur l'entraînement manqué. J'essayais de discuter avec mes parents pendant le trajet, parlant de la journée d'intégration le mois prochain, de mes projets de spécialisation en commerce, peut-être de rejoindre l'équipe de débat. À ce propos, maman se tourna sur le siège passager pour me faire face alors que nous entrions en Auvergne. Nous devons discuter de certains changements familiaux. Mon estomac se noie. Quel changement? Les jointures de papa blanchirent sur le volant. L'entraîneur Williams dit que Manon a un réel potentiel professionnel. Niveau olympique, potentiellement, mais cela nécessite un entraînement intensif, des voyages pour les tournois, un encadrement spécialisé. C'est incroyable pour Manon, dis-je prudemment, jetant un coup d'œil à ma sœur, qui avait retiré ses écouteurs, soudainement intéressée. Le truc, c'est que, continua maman, sa voix prenant cette qualité faussement joyeuse qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles, cette opportunité exige un investissement financier important, un sacrifice de toute la famille. Quel genre de sacrifice? Les mots sortirent plus faibles que prévu. Tes économies pour l'université, dit papa sans détour, les yeux fixés sur la route. Nous devons les réaffecter à l'entraînement de Manon. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est une opportunité unique pour elle. L'air dans la voiture devint soudainement irrespirable. Mes économies pour l'université, mais je commence en août. J'ai ma journée d'intégration dans 3 semaines. Nous avons arrangé pour que tu prennes une année sabbatique, dit maman rapidement. Tu resteras avec Mémé et Pépé, tu les aideras à la ferme. Ils vieillissent, ils auraient vraiment besoin d'un coup de main. C'est juste temporaire, ma chérie. Juste le temps que Manon soit bien lancée. Vous plaisantez. Je l'ai regardé, attendant que quelqu'un rie, qu'on admette que c'était une terrible farce. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Manon se pencha en avant. Thérèse, ne sois pas égoïste.
c'est de mon avenir qu'on parle. Et mon avenir à moi. Ma voix se brisa. J'ai travaillé pendant 4 ans pour entrer à la fac. J'ai une bourse. Une bourse partielle, corrigea papa. Qui ne couvrira pas les frais de subsistance, les livres, les frais d'inscription. L'opportunité de Manon est entièrement financée si nous pouvons fournir l'investissement initial. Le reste du trajet se passa dans un silence étouffant. Je regardais par la fenêtre, les champs de maïs défilant, essayant de comprendre ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas être sérieux. Ils n'allaient pas vraiment me laisser à la ferme pendant qu'ils investissaient tout dans la peut-être carrière de Manon. La ferme de Mémé Rose et Pépé Franck apparut comme un mirage dans la chaleur de l'après-midi. La ferme blanche avait besoin d'un coup de peinture. La grange rouge penchait légèrement vers la gauche, et les hectares de culture s'étendaient à l'infini sous le ciel auvergnat. C'était exactement comme dans mes souvenirs d'enfance, figés dans le temps. Mes bébés. Mémé Rose se précipita sur les marches du porche, ses cheveux gris relevés, les bras tendus. Elle nous serra, Manon et moi, dans des étreintes parfumées à la lavande tandis que Pépé Franck serrait la main de papa, son visage buriné se plissant en un sourire. « Je ne vous attendais pas, dit Pépé, en regardant la quantité de bagages que papa sortait du SUV. « Tout va bien ? » « Tout est merveilleux, » s'enthousiasma maman. « En fait, nous avons une faveur à vous demander. » Autour d'un thé glacé et de biscuits, mes parents tissèrent leur toile. L'incroyable opportunité de Manon, la famille se serrant les coudes, comment je m'étais porté volontaire pour aider à la ferme pendant quelques mois pendant qu'ils se concentraient sur le lancement de la carrière de Manon. Ils firent passer ça pour un acte noble, comme si je faisais un sacrifice héroïque au lieu d'être mis au rebut. Mémé Rose me lançait des regards inquiets. « Thérèse, ma chérie, et tes projets d'université ?» Année sabbatique, marmonnai-je, les biscuits se transformant en cendres dans ma bouche. Ce soir-là, je trouvais ma mère en train de ranger mes vêtements dans la commode de la chambre d'amis. Toute ma garde-robe, réalisais-je avec une horreur croissante. « Maman, c'est de la folie. Tu ne peux pas me laisser ici. » Elle s'arrêta, tenant une de mes robes d'été. « Ce n'est pas pour toujours, Thérèse. Juste le temps que les choses se stabilisent. Tes grands-parents ont besoin d'aide. Et de cette façon, tu contribues à l'avenir de Manon, à l'avenir de notre famille. En abandonnant le mien. Tu n'abandonnes rien, dit-elle fermement. Tu reportes. Il y a une différence. Les gens qui réussissent comprennent que parfois, les désirs individuels doivent céder la place aux besoins collectifs. Quand tu dis besoins collectifs, tu veux dire les besoins de Manon. Le visage de maman se durcit. Ta sœur a un don. Toi, tu as du potentiel. Il y a une différence. Ces mots me transpercèrent plus profondément que n'importe quelle lame. Potentiel, pas don, pas talent, juste potentiel indéfini et apparemment indigne d'investissement. Je dormis à peine cette nuit-là, allongé dans le lit d'amis qui sentait la naphtaline et les rêves perdus. Sûrement, il n'allait pas vraiment partir. Sûrement, quelqu'un allait réaliser que c'était insensé, injuste, cruel. Mais le matin arriva avec le bruit des portières de voitures qui claquaient. Je volai à la fenêtre pour voir papa charger des valises vides dans le SUV. Mes valises restaient dans la chambre, témoignage déballé de ma nouvelle réalité. On appellera chaque semaine, promit maman à la porte, sans vraiment croiser mon regard. C'est temporaire, ma chérie. Tu fais quelque chose de merveilleux pour ta sœur. Manon leva à peine les yeux de son téléphone. Merci, Thérèse. Je te dédierai mon premier championnat ou un truc du genre. S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'attrapai le bras de papa. S'il vous plaît, je prendrai des prêts. Je travaillerai 3 emplois. Ne me laissez pas ici. Il me tapota la main comme si j'étais un cheval effarouché ayant besoin d'être apaisé. La décision est prise. Tes grands-parents comptent sur ton aide. Ne les déçois pas, ils s'éloignèrent alors que la brume matinale s'accrochait aux champs. Je restai sur ce porche en pyjama, regardant la poussière retomber derrière leur départ, sentant quelque chose de fondamental se briser dans ma poitrine. Ils m'avaient amené ici sous de faux prétextes, volé mon avenir et abandonné comme un bagage excédentaire. La main de Pépé Franck se posa sur mon épaule, lourde et chaude. Allez, ma chérie. Le petit déjeuner va refroidir. Mais je ne pouvais pas bouger. Je restais là, fixant la route vide, essayant de comprendre comment les parents qui m'avaient élevé, qui prétendaient m'aimer, pouvaient simplement tourner le dos à mes rêves.
L'enfant prodige devait briller, et j'étais le sacrifice requis pour polir son éclat. Ce qu'il ne m'avait pas dit, ce que je découvris cet après-midi-là, c'est qu'il m'avait déjà désinscrite de l'université de Lyon. Les papiers avaient été remplis des semaines auparavant, ma place en résidence universitaire libérée. Mon avenir, effacé d'un trait de plume et de mensonges déguisés en loyauté familiale. 4 heures du matin arrivèrent comme une gifle. Le léger coup de Pépé Franck à ma porte aurait pu être un marteau-pilon tant il brisa mon sommeil. Lève-toi, ma chérie. Les vaches ne se traient pas toutes seules. Je sortis du lit en titubant, mon corps protestant à chaque mouvement. 3 jours que mes parents m'avaient abandonné, et j'attendais toujours de me réveiller de ce cauchemar. Mes mains, douces après des années à ne rien tenir de plus dur que des crayons et des claviers, tâtonnaient avec les vêtements de travail que Mémé Rose avait préparés pour moi. L'air matinal de l'Auvergne me mordait la peau exposée alors que je suivais Pépé Franck jusqu'à la grange. 50 vaches laitières se tenaient dans leur stall, les pieds lourds de lait, leur souffle créant de petits nuages dans l'air frais. L'odeur me frappa en premier, un mélange de foin, de fumier et de quelque chose de plus terreux qui semblait s'infiltrer dans mes pores. « T'as déjà trait une vache ?» demanda Pépé, bien que nous connaissions tous les deux la réponse. « Non. » Ma voix semblait minuscule dans la vaste grange. Il me montra le processus, ses mains noueuses se déplaçant avec une efficacité rodée. Quand mon tour vint, la vache s'agita, sentant mon inexpérience. La première pression ne produisit rien d'autre qu'un meu irrité de la vache et une douleur aiguë dans mes avant-bras. Doucement, mais fermement, me conseilla Pépé. Comme si tu serrais la main d'un vieil ami. À la 10e vache, des ampoules s'étaient formées sur mes paumes. À la 20e, ces ampoules avaient éclaté, laissant des plaies vives et suintantes. Je serrai les dents et continuai à travailler, refusant de me plaindre. La fierté était tout ce qu'il me restait, et je ne les laisserais pas me la prendre aussi. Le petit déjeuner arriva après la traite, quand le soleil commençait enfin à peindre l'horizon d'orange et de rose. Mémé Rose avait préparé un festin digne d'ouvriers agricoles, ce que je supposais être maintenant. Des œufs de leur poule, du lard de leur cochon, du pain qu'elle avait cuit la veille. Mon estomac se tordait de bien plus que de la faim. « Je t'apprendrai à ramasser les œufs cet après-midi, » dit Mémé, sa voix soigneusement neutre alors qu'elle me regardait lutter pour tenir ma fourchette avec mes mains abîmées. Un travail plus doux. Mais je remarquai le tremblement de ses propres mains alors qu'elle versait le café, la façon dont elle s'appuyait contre le comptoir quand elle pensait que personne ne regardait. La maladie de Parkinson progressait, bien qu'elle essayât de la cacher derrière son sourire chaleureux et ses mouvements affairés. Après le petit déjeuner, il y eut la réparation des clôtures avec Pépé. Le soleil d'été montait plus haut, transformant les champs en fournaise. La sueur coulait dans mon dos alors que je tenais les poteaux pendant qu'il martelait, mes mains détruites hurlant à chaque prise. Ses genoux, remarquai-je, fléchissaient parfois, et il devait s'arrêter fréquemment pour se reposer, bien qu'il fît passer ça pour une vérification de notre travail. « Ton père n'a jamais aimé la ferme, » dit-il pendant une de ses pauses, s'épongeant le front avec un mouchoir. Il avait toujours les yeux tournés vers la ville, vers de plus grandes choses. Apparemment, je ne vaux pas de grandes choses non plus, marmonnai-je, avant de me sentir immédiatement coupable de mon apitoiement. Pépé m'étudia avec des yeux qui avaient vu des décennies de saisons changer. La valeur n'est pas déterminée par les autres, Thérèse. C'est quelque chose que tu construis toi-même, jour après jour, choix après choix. Ce soir-là, après une journée qui avait semblé durer une semaine, j'eus enfin un moment pour charger mon téléphone. 17 appels manqués d'amis, des dizaines de SMS me demandant pourquoi je n'étais pas venu aux fêtes de fin d'études, si j'étais prête pour la journée d'intégration. Je fixai l'écran, incapable de formuler des réponses qui ne sonneraient pas insensées. Désolé, je ne peux pas venir. J'ai été abandonné dans une ferme pour que ma sœur puisse jouer au tennis. Cela semblait trop pathétique à taper. À la place, j'appelai à la maison. Maman répondit à la 4e sonnerie, légèrement essoufflée. « Thérèse, comment ça va ? » « Comment ça va ?» répétai-je, incrédule. « Vous m'avez laissé ici. Vous m'avez désinscrite de l'université sans me le dire. Comment tu crois que ça va ? Ne sois pas dramatique, ma chérie. C'est une année sabbatique. Beaucoup d'étudiants en prennent. Tu acquiers une expérience de vie précieuse. » En arrière-plan, j'entendis le bruit distinctif des balles de tennis frappées. C'est Manon qui s'entraîne ? Oh, oui. Nous sommes dans un centre incroyable à Marseille. Tu devrais voir les cours, Thérèse.
de la terre battue, comme à Roland-Garros. L'entraîneur de Manon dit qu'il n'a jamais vu un tel talent naturel. C'est super. Les mots avaient un goût amer. Quand est-ce que vous revenez me chercher? Une pause. Trop longue. Eh bien, en fait, nous partons pour la Côte d'Azur la semaine prochaine. Il y a un tournoi auquel Manon doit participer, et puis nous cherchons des appartements près du centre d'entraînement. Mais nous viendrons te voir bientôt. Peut-être à Noël. Noël. Maman, on est en juin. Tu parles de 6 mois. Le temps passera vite. Tu verras. Oh, je dois y aller. Manon a besoin de moi. Fais un bisou à Mémé et Pépé de notre part. La ligne se coupa. Je fixai le téléphone, me demandant si le jeter contre le mur de la grange me procurerait une quelconque satisfaction. Probablement pas, et je ne pouvais pas me permettre de le remplacer. Cette nuit-là, incapable de dormir à cause de la douleur dans mes mains et de la peine dans ma poitrine, j'explorais la ferme. Dans le bureau de Pépé, je trouvais des albums photos datant de plusieurs décennies. Des photos de mon père enfant, travaillant dans ces mêmes champs avec une mine renfrognée. Des photos de lui partant pour l'université, fier et impatient. Des photos de son mariage, de ma naissance, de la naissance de Manon. Les photos se raréfiaient après ça. Les visites de mes parents avaient diminué, passant d'annuelles à tous les quelques années, puis à presque jamais. Mémé Rose et Pépé Franck avaient été oubliés, utiles seulement quand la convenance l'exigeait. Un bruit de pas léger me fit lever les yeux. Mémé Rose se tenait dans l'embrasure de la porte en chemise de nuit, tenant un bocal en verre. Pour tes mains, dit-elle simplement, en me tendant le baume fait maison. Je l'acceptai avec gratitude, étalant le mélange rafraîchissant sur mes paumes abîmées. Mémé, est-ce que toi et Pépé vous en sortez vraiment avec tout ça? Elle s'affaissa dans le fauteuil à côté de moi avec un grognement doux. Nous sommes vieux, ma chérie, pas impotents, bien que je ne mentirai pas en disant que ça devient de plus en plus difficile. Les genoux de Franck ne sont plus ce qu'ils étaient, et mes mains. Elle les leva, montrant le tremblement subtil mais persistant. Ils ne m'ont pas envoyé ici pour aider, n'est-ce pas? Ils m'ont envoyé ici pour prendre la relève. Le silence de Mémé était une réponse suffisante. Elle se pencha et écarta une mèche de mes cheveux de mon visage. Un geste si maternel qu'il me serra la poitrine. Ce qu'ils ont fait n'était pas juste, Thérèse. Mais peut-être, juste peut-être, quelque chose de bon peut sortir de quelque chose de mal. Les semaines suivantes s'installèrent dans une routine éreintante. Lever à 4 heures pour la traite, petit déjeuner, puis n'importe quelle réparation ou maintenance que la ferme exigeait. Les après-midi apportaient leurs propres défis, ramasser les œufs de poule capricieuses, nourrir des cochons qui semblaient se délecter de me faire tomber dans la boue, tenter de réparer du matériel que je ne comprenais pas avec des instructions de vidéos YouTube qui supposaient des connaissances mécaniques de base que je n'avais pas. Mes mains se durcirent en callosité. Mes épaules s'élargirent à force de transporter des sacs de nourriture. Ma peau fonça sous le soleil implacable. Quand j'apercevais mon reflet dans les miroirs, je reconnaissais à peine la fille qui me regardait. Les appels à la maison devinrent des exercices de frustration. Maman répondait toujours avec une excitation haletante à propos du dernier exploit de Manon. Papa textait occasionnellement, généralement pour dire à quel point il était fier de mon sacrifice. Manon elle-même ne me contacta jamais, trop absorbée par son étoile montante pour se souvenir de cette sœur qui avait été mise au rebut pour ses rêves. 3 mois plus tard, j'atteignis mon point de rupture. Le vieux tracteur était tombé en panne au milieu du champ de maïs, et aucune quantité de tutoriels YouTube ne pouvait le ressusciter. Je m'assis sur le siège du conducteur, couverte de graisse et de défaite, et je sanglotais jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. C'est alors que je vis la camionnette du facteur rebondir sur le long chemin d'accès. Hervé, le facteur, me fit un signe de la main en déposant la pile habituelle dans la boîte aux lettres au bout de l'allée. Je descendis du tracteur, m'essuyant le visage avec des mains tout aussi sales, et récupérai le courrier. Entre les factures et les magazines agricoles, je les trouvai. Des lettres qui m'étaient adressées, réexpédiées de l'Université de Lyon. Les mains tremblantes, j'ouvris la première. Chère mademoiselle Thérèse, nous avons le plaisir de vous offrir la bourse d'excellence académique de la Fondation Lambert pour l'année universitaire à venir. Cette bourse complète, basée sur vos résultats exceptionnels au lycée, couvrira les frais de scolarité, le logement, la nourriture et fournira une allocation mensuelle. La lettre était datée de 2 mois. La date limite pour l'accepter était passée depuis 3 semaines.
Je tombais à genoux sur le chemin de terre, tenant la preuve que j'aurais pu tout avoir. Une bourse complète, une indépendance totale du contrôle financier de mes parents. Un avenir qui n'appartenait qu'à moi. Mais ils me l'avaient caché. Voler non seulement mon présent, mais l'avenir alternatif où je ne leur devais rien. Où leur manipulation financière n'avait aucun pouvoir. La révélation me donna l'impression de me noyer à l'envers, l'eau inondant des poumons qui avaient oublié comment respirer. De retour à la maison, je trouvai d'autres lettres cachées au fond du bureau de Lagrange. Toutes m'étaient adressées, toutes non ouvertes. Des offres de bourse, des confirmations de logement, des dossiers d'intégration, une trace papier complète de la vie que j'aurais dû mener. Tu les as trouvées. La voix de Pépé venait de l'embrasure de la porte. Je levai les yeux, les larmes coulant. Vous saviez. Elles sont arrivées ici par erreur au début. Tes parents nous ont demandé de les réexpédier. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de tout. Son visage était de granit. Ça ne me semblait pas juste, mais Robert est notre fils. Nous lui avons fait confiance pour bien faire les choses avec toi. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? L'avoir su plus tôt aurait-il changé quelque chose? Tu étais déjà ici, déjà en train de souffrir. Ça semblait cruel d'ajouter du sel sur la plaie. Il traversa la pièce vers moi, ses articulations protestant, et me serra dans une étreinte qui sentait le tabac à pipe et l'eau de Cologne. Mais maintenant tu sais. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je passais cette nuit à planifier, réfléchir, élaborer des stratégies. Il m'avait pris mon premier chemin. Mais peut-être que Pépé avait raison. Peut-être que la valeur n'était pas quelque chose de donné, mais quelque chose de construit. Et si je devais la construire à partir de terre, de sueur et de callosité, alors c'est ce que je ferais. Le lendemain matin, je me levais à 3h30 au lieu de 4h. Si j'allais être une fermière, je serais la meilleure des fermières. Si c'était ma vie maintenant, je la posséderais complètement. Les vaches furent traites avec une précision efficace, les œufs ramassés sans une seule casse, les cochons nourris sans que je finisse dans la boue. Et quand le soir vint, je m'assis devant le vieil ordinateur de Pépé et commençai à faire des recherches sur les pratiques agricoles durables, les subventions agricoles, les réussites de petites fermes. Si mes parents pensaient m'avoir enterré, ils étaient sur le point d'apprendre que les graines enterrées dans la terre sombre ne disparaissent pas. Elles poussent pour devenir quelque chose de plus fort que ce qui a été planté. L'hiver auvergnat arriva comme un examen vindicatif, tout en fureur et en froid glacial. Décembre amena la neige qui s'accumulait contre la ferme en congère blanche, nous scellant dans notre propre monde gelé. Le vieux système de chauffage haletait et toussait comme un animal mourant, produisant à peine assez de chaleur pour empêcher les tuyaux de geler. Je me réveillai ce matin-là en voyant mon souffle former un nuage dans l'air de la chambre. 6 mois de vie à la ferme avaient transformé mon corps en quelque chose de plus dur, de plus fort. Mais même ma nouvelle résilience ne pouvait combattre le froid glacial qui s'était installé dans la maison. La chaudière a finalement lâché, annonça Pépé Franck au petit déjeuner, portant 2 chemises en flanelle et son lourd manteau à l'intérieur. Ça fait 3 ans que je la rafistole, mais elle est finie. Mémé Rose était blottie près du poêle à bois, la seule source de chaleur réelle restante dans la maison. Ses tremblements dus à la maladie de Parkinson étaient pires dans le froid, faisant cliqueter sa tasse de café contre sa soucoupe. Le son résonnait comme une accusation. J'étais là, jeune et forte, pendant qu'ils souffraient dans leur propre maison. Combien pour une nouvelle chaudière, demandai-je, bien que je soupçonnais la réponse. 8 000 € minimum, pour une bonne qui durera. Le rire de Pépé n'avait rien d'amusant. Autant demander 8 millions. Je passais cette matinée dans la grange, en partie pour les corvées, mais surtout parce que la chaleur corporelle des animaux la rendait plus chaude que la maison. Les vaches se fichaient de mes drames familiaux ou de mes avenirs volés. Elles avaient simplement besoin qu'on s'occupe d'elles, et je trouvais la paix dans le rythme du travail. En fourchant le foin, mon esprit tournait à plein régime. Nous avions désespérément besoin d'argent. La ferme produisait assez pour nous nourrir et payer les factures de base, mais les réparations d'urgence étaient hors de portée. Je pensais à appeler mes parents, et je rejetai immédiatement l'idée. Ils avaient fait leur choix clairement en envoyant une carte de Noël la semaine dernière. La photo brillante les montrait bronzés et souriant à un tournoi de Manon à Nice. Des palmiers se balançaient en arrière-plan pendant qu'ils posaient avec le dernier trophée de Manon. Le message, écrit dans la calligraphie parfaite de maman, disait « Joyeux Noël ». Manon a terminé 2e au championnat junior. J'espère que la ferme t'occupe bien.
On t'embrasse et tu nous manques. Pas de cadeaux, pas d'argent, pas de mention de visite, juste des mots vides sur du papier cartonné coûteux. Cet après-midi-là, je m'assis dans le bureau glacial de Pépé avec son vieil ordinateur, portant des mitaines pour pouvoir taper. Ma recherche commença de manière large, aide chauffage ferme Auvergne. Trop d'impasses, réparations urgentes ferme personnes âgées. Rien d'applicable. Puis je tombais sur quelque chose de différent. Subvention agriculture durable petite ferme. Les résultats de la recherche me firent me redresser, mon souffle s'embuant dans l'air froid. Le programme de développement pour les jeunes agriculteurs du ministère de l'Agriculture, des subventions allant de 10 000 € à 50 000 € pour les agriculteurs en activité depuis moins de 10 ans. Une attention particulière pour les pratiques durables et les approches innovantes. Je lus attentivement les exigences. Le demandeur devait être l'exploitant principal de la ferme. Il devait présenter un business plan pour des améliorations durables. Il devait démontrer un potentiel de croissance et un impact sur la communauté. Mon cœur battait la chamade en téléchargeant le dossier. 20 pages de questions sur les pratiques agricoles, les projections financières, l'impact environnemental. Cela aurait tout aussi bien pu être écrit en grec ancien pour tout ce que j'y comprenais au début. Mais j'avais quelque chose que beaucoup de candidats n'avaient probablement pas, le désespoir et le temps. Au cours des 2 semaines suivantes, je devins une experte en rédaction de demandes de subventions. Je regardais toutes les vidéos YouTube sur l'agriculture durable, lus tous les exemples de candidatures réussies que je pus trouver, appelé la ligne d'assistance du ministère si souvent qu'ils commencèrent à reconnaître ma voix. Tu penses remplacer la chaudière avec l'argent de la subvention, me demanda Pépé un soir, me trouvant entouré de feuilles de calcul et de graphiques de projection. Je vois plus grand, admis-je en lui montrant mes plans. La chaudière, oui, mais aussi convertir une partie des champs de maïs en légumes biologiques, ajouter des serres pour prolonger la saison de croissance, peut-être même de l'agritourisme, pour amener les gens à découvrir la vraie vie à la ferme. Il étudia mon travail avec ses yeux perçants qui ne manquent rien. Ambitieux, peut-être trop ambitieux pour une fille qui ne savait pas traire une vache il y a 6 mois. Cette fille est partie, dis-je simplement. Il le fallait bien. La candidature consuma mes nuits. Après des journées de 16 heures à la ferme, je m'asseyais devant cet ordinateur jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, rédigeant chaque réponse, étayant chaque affirmation avec des recherches et des projections. J'appris la rotation des cultures et la santé des sols, la certification biologique et les marchés du producteur au consommateur. Les connaissances qui auraient dû provenir de cours en école d'agriculture vinrent plutôt de la détermination et d'une connexion Internet bas débit. 3 jours avant Noël, je soumis la candidature. Ces 47 pages, complètes avec des projections financières, des évaluations de durabilité et un business plan qui aurait rendu fiers mes professeurs d'université abandonnés. Le jour de Noël se leva encore plus froid. Nous étions tous les 3 blottis autour du poêle à bois, mangeant les célèbres brioches à la cannelle de Mémé et prétendant que la maison n'était pas un igloo. Je leur offris des cadeaux que j'avais fabriqués avec des chutes de bois de la grange, une nouvelle boîte à recettes pour Mémé, des serre-livres pour Pépé. Ils m'offrirent des gants de travail et de la confiture maison, des cadeaux qui signifiaient plus que n'importe quel article acheté en magasin. Pas de nouvelles de Robert, demanda Mémé prudemment, parlant de mon père. Ils ont envoyé une carte, dis-je, gardant ma voix neutre. Elle et Pépé échangèrent un regard. C'est pas juste, marmonna Pépé. Un homme n'abandonne pas son enfant, peu importe les promesses que le monde fait à propos de l'autre. Nous passâmes la journée à jouer aux cartes et à raconter des histoires, le poêle à bois crépitant tandis que la neige s'accumulait plus haut à l'extérieur. Ça aurait dû être misérable, piégé dans une maison glaciale avec des grands-parents âgés au lieu de célébrer avec des pères. Mais quelque part entre la 3e histoire de Mémé sur les bêtises d'enfance de papa et Pépé m'apprenant à jouer au poker, je réalisais quelque chose. Cela ressemblait plus à une famille que tout ce que j'avais vécu depuis des années avec mes parents. Pas d'anxiété de performance, pas de compétition pour l'attention, pas de rappel subtil que j'étais la seconde meilleure, juste de l'acceptation, une chaleur au-delà de ce que n'importe quelle chaudière pourrait fournir, et la reconnaissance silencieuse que ma place était ici. 2 semaines plus tard, janvier arriva avec un blizzard qui coupa les lignes électriques. Nous survécûmes grâce aux générateurs et aux poêles à bois, faisant fondre la neige pour avoir de l'eau quand les tuyaux gelèrent. J'appris à garder les animaux en vie dans un froid brutal, brisant la glace sur les abreuvoirs toutes les quelques heures, transportant de la nourriture supplémentaire dans une neige jusqu'à la taille. Tu es devenue une vraie fermière, dit Pépé un matin, me regardant gérer crise après crise sans paniquer. J'ai eu un bon professeur,
répondis-je, sincèrement. La lettre arriva un après-midi de janvier faussement ensoleillé. Je faillis la manquer parmi les factures et les catalogues, mais le logo du ministère de l'Agriculture attira mon œil. Les mains tremblantes, je l'ouvris dans la grange, incapable d'attendre d'arriver à la maison. Félicitations, mademoiselle Thérèse. Le programme de développement pour les jeunes agriculteurs a le plaisir de vous accorder une subvention de 50 000 € pour votre proposition innovante et durable d'exploitation agricole. Je la lus 3 fois avant de comprendre. 50 000 €, pas seulement pour une chaudière, mais pour la transformation, pour la possibilité, pour un avenir que je pourrais construire de mes propres mains calleuses. Je courus à la maison, la lettre serrée dans ma main, mes bottes glissant sur la glace. Mémé, Pépé. J'entrai en trombe pour les trouver emmitouflés sur le canapé, partageant une couverture. Qu'est-ce qui ne va pas? Mémé commença à se lever, alarmée par mon excitation. Rien ne va mal. Tout va bien. Je leur tendis la lettre. On l'a eu. 50 000 €. On peut réparer la chaudière, passer à l'agriculture durable et peut-être même réparer le toit de la grange. Ils la lurent ensemble, les lunettes de lecture de Pépé perchées sur son nez. Le silence s'étira jusqu'à ce que je commence à m'inquiéter. Il ne comprenait pas, c'est vrai, demanda finalement Pépé. Aussi vrai que l'hiver, confirmai-je. Mémé Rose se mit à pleurer, des larmes traçant des sillons sur ses joues burinées. Oh, ma chérie. Oh, Thérèse, tu as fait ça. Nous l'avons fait, corrigeai-je. J'ai juste écrit ce que nous vivions. Mais alors Pépé montra une section que j'avais survolée dans mon excitation. Il est dit ici, le bénéficiaire de la subvention doit être l'exploitant principal et le propriétaire de la ferme. Ce n'est pas toi, ma chérie. La ferme est à nos noms. Mon estomac se serra. Bien sûr. Une autre porte se fermant. Une autre opportunité volée par des détails techniques. Sauf si, Mémé Rose regarda Pépé Franck avec quelque chose de féroce dans les yeux. Sauf si nous corrigeons les choses, Rose, commença Pépé. Non, Franck. Nous avons vu notre fils abandonner sa fille. Nous sommes restés silencieux pendant qu'il lui volait son avenir, mais plus maintenant. Elle se tourna vers moi, ses tremblements oubliés dans sa détermination. Nous te céderons la moitié de la ferme, aujourd'hui si possible. Je ne peux pas accepter ça, protestai-je. C'est votre maison, le travail de votre vie. Et tu es la seule qui se soucie de la préserver, dit Pépé doucement. Robert, certainement pas. Il n'a pas demandé de nouvelles de la ferme une seule fois en 5 ans, sauf pour laisser entendre qu'il la vendrait quand nous ne serons plus là. Tu l'as mérité, ajouta Mémé. 6 mois de travail qui valent plus que 30 ans de promesses vides de Robert. La ferme devrait aller à quelqu'un qui l'aime. Mais s'ils la prennent? Et si papa? Et s'il quoi? La voix de Pépé devint d'acier. Se plaint que nous t'avons donné ce qu'il a jeté? Qui l'essaie? La semaine suivante passa dans un tourbillon d'avocats et de paperasses. Mémé et Pépé insistèrent pour rendre les choses officielles, transférant 50% de la propriété immédiatement, le reste devant me revenir à leur décès. L'évaluation de la valeur du terrain s'éleva à 480 000 €, ce qui signifiait que je possédais soudainement une propriété d'une valeur de près d'1/4 million d'euros. Il ne s'agit pas de l'argent, dit Pépé alors que nous signions les derniers papiers. Il s'agit de racines. Tu les as fait pousser ici, profondes et fortes. La terre reconnaît les siens. Ce soir-là, j'appelai mes parents pour leur annoncer la nouvelle de la subvention, omettant soigneusement le changement de propriétaire. Maman semblait distraite, le bruit d'une fête en arrière-plan. 50 000 €. C'est merveilleux, ma chérie. Bien que pas aussi excitant que la nouvelle de Manon. Elle vient de signer avec une grande agence sportive. Il parle de contrat de sponsoring. C'est super, maman. Les mots venaient automatiquement maintenant, vides de joie ou de ressentiment. On pourra peut-être même venir cet été. Ça te plairait? En regardant autour de moi la cuisine où Mémé m'apprenait à faire du pain, où Pépé dessinait des plans de serre, où j'avais trouvé plus de familles que je n'en avais jamais connues, je réalisais quelque chose. Bien sûr, maman, si vous trouvez le temps. Mais je savais qu'ils ne viendraient pas. Ils étaient aussi partis que cette fille aux mains douces qui était arrivée ici il y a 6 mois. À sa place se tenait une propriétaire de ferme, une bénéficiaire de subvention, une femme qui avait appris à construire sa valeur à partir de la terre et de la sueur.
L'équipe de réparation de la chaudière arriva la semaine suivante. Alors que la chaleur revenait dans la maison, Mémé Rose me serra fort dans ses bras. « Tu nous as sauvés » murmura-t-elle. « Vous m'avez sauvé en premier » lui répondis-je en retour. Et dans cette cuisine chaude, avec des plans étalés sur la table et l'espoir dégelant nos esprits gelés, je compris ce que Pépé voulait dire. La valeur n'était pas donnée au volet. Elle était cultivée, entretenue, récoltée. Et je ne faisais que commencer la saison des semailles. Le printemps arriva comme une promesse tenue, faisant fondre la terre gelée de l'Auvergne en un sol riche et exploitable. Avec 50 000 € et la tête pleine de rêves, je me tenais au milieu de ce qui allait devenir mon empire, bien que je ne le sache pas encore. L'argent de la subvention reposait sur un nouveau compte agricole, chaque euro portant le poids de la possibilité. On commence petit, dis-je à Julien Morin, le fils du vétérinaire que j'avais engagé pour aider à l'expansion. Il avait 25 ans, fraîchement diplômé d'une école d'agriculture, avec des mains calleuses et des idées novatrices. Des légumes biologiques d'abord, des parcelles d'essai pour voir ce qui pousse le mieux. Des tomates, suggéra-t-il en déroulant les plans sur le haillon du camion. Des variétés anciennes. Les restaurants paient le prix fort pour ça. Julien avait répondu à mon annonce avec un enthousiasme qui égalait le mien. Là où d'autres voyaient une fille ambitieuse jouant à la fermière, il voyait du potentiel. Peut-être parce qu'il avait mené ses propres batailles, choisissant l'agriculture plutôt que le cabinet vétérinaire de son père. Nous délimitâmes 2 hectares pour la conversion. Chaque parcelle désignée pour différentes cultures, des tomates bien sûr, mais aussi des poivrons spéciaux, des laitues exotiques, des herbes que les grands chefs ne pouvaient pas trouver localement. J'avais passé des nuits d'hiver à rechercher ce que les restaurants haut de gamme voulaient mais ne trouvaient pas en Auvergne. « Tu as déjà cultivé en bio ?» demanda Julien en m'aidant à mesurer les rangs. « J'ai à peine cultivé quoi que ce soit avant, admis-je. Mais j'apprends vite. » Ce devint notre devise au cours de ces premiers mois. Apprendre vite. Quand les premiers semis se flétrirent, je me plongeai dans des manuels de sciences du sol. Quand les parasites attaquèrent nos cultures biologiques, nous recherchâmes des solutions naturelles jusqu'à trouver le bon équilibre. Quand les tomates anciennes développèrent des taches, Julien et moi passâmes des nuits entières à résoudre le problème jusqu'à découvrir que nous avions trop arrosé. Mémé Rose devint notre dégustatrice en chef, goûtant chaque variété que nous cultivions. Celle-ci, déclarait-elle en montrant une tomate cerise particulièrement sucrée. Les restaurants vont se battre pour ça. Elle avait raison. Au milieu de l'été, j'eus mon premier vrai client. Antoine Rémy, chef propriétaire de la Belle Vue à Lyon, arriva sceptique et repartit avec un coffre plein de produits. « Où vous cachiez-vous » demanda-t-il en croquant dans une tomate chaude de soleil. « Je cherche une qualité comme celle-ci depuis des années. »« On ne fait que commencer » lui dis-je, essayant de contenir mon excitation. « De quoi d'autre avez-vous besoin ?» Cette question ouvrit les vannes. Antoine voulait des herbes spécialisées, des micro-pousses, des fleurs comestibles. Il me mit en contact avec d'autres chefs, chacun cherchant des ingrédients qui se démarquaient. En 2 mois, je faisais des livraisons hebdomadaires à 5 restaurants. Le vieux camion de la ferme chargé de produits qui brillaient comme des bijoux. Julien se révéla inestimable, apportant non seulement sa main-d'œuvre, mais aussi son innovation. Des poulets élevés en plein air, proposa-t-il un soir, en dessinant des plans de poulailler. Du vrai plein air, pas la définition industrielle. Les chefs veulent des œufs avec de la couleur, de la saveur. On ne connaît rien au poulet, fis-je remarquer, bien que je calculais déjà les coûts. Alors, on apprend vite, sourit-il, faisant écho à notre devise. 200 poulets de race ancienne arrivèrent en juillet. Des marans, des favroles, des araucanas qui pondaient des œufs bleus. Ils parcouraient des pâturages dédiés, produisant des œufs aux jaunes couleurs couchées de soleil qui firent que les meilleurs brunchs de Lyon nous suppliaient d'en avoir plus. Le succès engendra l'ambition. La 2e année, nous avions ajouté des chèvres pour la production de fromage artisanal. Je suivis des cours en ligne sur la fabrication du fromage, transformant notre grange en une installation laitière agréée. Julien s'occupait des animaux pendant que je perfectionnais les recettes, créant un chèvre frais qui remporta des prix à la foire agricole régionale. « Tu te tues au travail » observa Pépé un soir, me trouvant endormi sur des feuilles de calcul financières. « Je travaille pour vivre » corrigeai-je, en lui montrant les chiffres. Nous avions réalisé 40 000 € de bénéfices cette année-là, assez pour réparer la grange, moderniser correctement l'équipement et avoir encore des économies. La 3e année amena le complexe de serre,
400 mètres carrés d'environnement contrôlé qui prolongeait notre saison de croissance toute l'année, des micro-pousses en hiver, des tomates précoces au printemps, des herbes en continu qui approvisionnaient les restaurants quel que soit le temps. Julien et moi travaillions 18 heures par jour, notre partenariat évoluant au-delà des affaires. Quelque part entre les disputes sur la rotation des cultures et la célébration des récoltes réussies, nous étions devenus amis, puis plus que des amis, bien qu'aucun de nous ne l'ait reconnu au début. Tu sais, tout le monde pense qu'on sort ensemble, mentionna-t-il un jour, en installant des lignes d'irrigation. Tout le monde a tort, dis-je automatiquement, puis je surpris son expression. N'est-ce pas? Il posa ses outils, m'étudiant avec ses yeux verts qui m'avaient vu au pire de ma forme et qui revenaient quand même chaque jour. Tu veux qu'ils aient tort? La question flotta entre nous comme une brume matinale. Je pensais au mur que j'avais construit autour de mon cœur après la trahison de ma famille. La promesse de ne plus jamais dépendre de personne. Mais Julien ne m'avait jamais demandé de dépendre de lui. Il s'était simplement tenu à mes côtés, égalant mon éthique de travail avec la sienne, partageant des rêves sans essayer d'éclipser les miens. Peut-être pas, admis-je. Notre premier baiser avait le goût des feuilles de tomates et des possibilités, debout dans la serre, entouré de l'empire que nous avions construit ensemble. La 4e année, la moisson du cœur était devenue une marque reconnue. Nous approvisionnions 15 restaurants en Auvergne et en Rhône-Alpes. Nos produits étaient synonymes de qualité. J'engageais des adolescents locaux pour le travail d'été, leur enseignant ce que j'avais appris par essai et erreur. La ferme bourdonnait d'activités de l'aube au crépuscule, bien loin de l'exploitation en faillite dont j'avais hérité. Un grand magazine de reportage veut faire un article, annonça Julien un matin, agitant son téléphone. L'agriculture durable au cœur de la France. Ils veulent t'interviewer. Nous interviewer, corrigeai-je. Ils veulent nous interviewer. Mais les projecteurs me trouvèrent quand même. Une jeune femme qui avait transformé une ferme mourante en une entreprise florissante faisait un meilleur article qu'une histoire de partenariat. L'article, quand il fut publié, m'appela la fermière milléniale révolutionnaire et présentait une photo de moi parmi les tomates anciennes, de la terre sous les ongles et le succès dans le sourire. Mes parents, bien sûr, se souvinrent soudainement de mon existence. Thérèse, ma chérie. La voix de maman pétillait au téléphone. Un faux enthousiasme enrobant chaque mot. Nous avons vu l'article. C'est merveilleux. Nous avons toujours su que tu trouverais ta voie. Vraiment? Je gardais ma voix neutre, professionnelle. La fille qui les avait suppliés de ne pas partir était partie, remplacée par une PDG trop occupée pour la manipulation émotionnelle. Bien sûr. Tiens, l'autre jour, je parlais à quelqu'un de notre fille, l'entrepreneur. Manon est si fière de sa grande sœur. Manon, avais-je appris via les réseaux sociaux, s'était complètement bousillé l'épaule 2 ans auparavant. La carrière de tennis pour laquelle ils avaient sacrifié mon avenir s'était terminée avant même de vraiment commencer. Mais je ne ressentis aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement une tristesse lointaine pour des rêves construits sur des fondations instables. Je suis contente que tout le monde aille bien, dis-je simplement. Je dois y aller. Jour de livraison. Oh, eh bien, peut-être qu'on pourrait venir te voir bientôt, voir ce que tu as construit. Peut-être, acquiesçai-je, sachant que nous comprenions tous les deux que cela signifiait jamais. La 5e année amena le plus grand changement. Henri Chan, un distributeur d'aliments durables de Paris, arriva pour ce que je pensais être une réunion de vente de routine. Au lieu de cela, il proposa d'acheter la moisson du cœur pour 2 millions d'euros. Je veux la marque, expliqua-t-il lors d'un dîner à la Bellevue, où Antoine nous servait en utilisant nos propres produits. Votre réputation, vos méthodes, vos produits, mais surtout je veux que vous la dirigiez, que vous l'étendiez au niveau national. Julien me serra la main sous la table, un soutien silencieux quelle que soit ma décision. Je pensais à la fille brisée qui était arrivée à la ferme avec 2 valises et des rêves anéantis. Je pensais à chaque ampoule, à chaque journée de 16 heures, à chaque petite victoire qui avait construit ce moment. J'y réfléchirai, à une condition, dis-je finalement. Je conserve la majorité des parts, 51% minimum. Ça reste mon entreprise. Henri sourit. J'espérais que vous diriez ça. Les fondateurs qui ne lâchent pas complètement sont ceux dans lesquels il vaut la peine d'investir. La négociation prit des semaines. Avocat, comptable, conseiller dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. Mais finalement, nous conclûmes un accord. Henri achèterait 45% pour 1,8 million d'euros,
fournissant le capital pour une expansion nationale tandis que je gardais le contrôle. Le jour où je déposai ce chèque, je me tins au même endroit où je m'étais autrefois effondré sur le chemin de terre, pleurant des opportunités volées. Maintenant, je possédais cette route, cette terre et un avenir que j'avais taillé dans la catastrophe. Tu as fait quelque chose de remarquable, dit Pépé Franck ce soir-là alors que nous regardions le coucher de soleil peindre les champs d'or. J'ai eu des professeurs remarquables, répondis-je. Mais je savais que la vérité était plus simple et plus dure. J'avais fait ce qui était nécessaire, puis ce qui était possible, puis ce que tout le monde disait impossible. Et quelque part en chemin, en construisant mon empire sur une terre rejetée, j'ai découvert que ma valeur n'avait rien à voir avec l'investissement de mes parents et tout à voir avec ma propre volonté de grandir. Julien me trouva plus tard dans la serre, arrosant les semis dans le calme du soir. Alors, quoi de neuf, fermière révolutionnaire ? Je posai l'arrosoir, contemplant notre domaine. Des hectares de cultures florissantes, une entreprise prospère, une sécurité financière que je n'avais jamais imaginé possible. Maintenant, on organise un mariage, dis-je. Je pense qu'on a bien mérité une célébration. Il m'attira contre lui, m'embrassant au milieu des plants de tomates où notre relation avait commencé. Tes parents voudront venir, m'avertit-il. Laisse-les vouloir, dis-je, ne ressentant que la paix. J'ai tout le monde dont j'ai besoin ici. Et dans cette serre, entouré par la croissance que j'avais nourrie à partir de rien, je compris que la meilleure vengeance n'était pas de prouver à mes parents qu'ils avaient tort. C'était de me prouver à moi-même que j'avais raison. Chaque graine plantée, chaque récolte ramassée, chaque succès remporté avait été pour moi, pas pour eux. Leur abandon avait été ma libération, bien qu'il m'ait fallu des années pour le voir. L'empire que j'avais construit ne concernait pas seulement les légumes et les marges bénéficiaires. Il s'agissait de choisir de fleurir là où j'avais été planté négligemment. De trouver une famille dans un sol inattendu. De découvrir que la valeur vient de l'intérieur et grandit vers l'extérieur comme les racines les plus profondes. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus des champs auvergnats, je savais que mon histoire était loin d'être terminée. Mais ce chapitre, celui où une fille abandonnée était devenue une femme accomplie, était complet. Le reste serait écrit dans la terre et l'amour, le succès et les rêves partagés. Et pas un seul mot de tout cela ne nécessiterait l'approbation de mes parents. 7 ans. C'est le temps qui s'était écoulé depuis que mes parents s'étaient éloignés de la ferme, me laissant avec 2 valises et un avenir brisé. 7 ans qu'ils avaient choisi les rêves de tennis de Manon plutôt que mes études universitaires. 7 ans de silence ponctués seulement par des cartes de vœux et des appels téléphoniques creux. Maintenant, ils revenaient. Manon s'est blessée, avait dit maman pendant l'appel, sa voix soigneusement modulée pour inspirer la sympathie. Fin de carrière, disent les médecins. Nous avons pensé qu'un peu de temps loin de la ville pourrait l'aider à récupérer. Je leur avais accordé une visite d'un week-end, plus par curiosité que par gentillesse. Laissez-les voir ce que leur abandon avait engendré. Laissez-les être témoins de l'empire construit sur leur négligence. Julien me trouva dans l'installation de traitement à 5 heures du matin, vérifiant 3 fois les listes d'inventaire. Tu es nerveuse, observa-t-il, en m'enlaçant par derrière. Pas nerveuse, préparée. Je me tournai dans son étreinte, trouvant du réconfort dans sa présence stable. Il y a une différence. Ils ne peuvent plus te faire de mal, me rappela-t-il. Tu n'es plus cette fille de 18 ans. Non, acquiesçai-je, en pensant à la PDG qui se tenait maintenant à sa place. Je ne le suis pas l'après-midi, tout brillait d'une perfection délibérée. Pas pour eux, mais parce que la moisson du cœur maintenait des normes, peu importe qui visitait. La rénovation avait transformé la propriété en quelque chose d'un magazine de décoration. La ferme restaurée avec des détails artisanaux. La grange convertie en une installation de pointe. Le terrain entretenu tout en conservant son authenticité de ferme en activité. Les employés se déplaçaient avec une efficacité rodée, emballant les commandes pour les restaurants de 3 régions. Le complexe de serre bourdonnait d'une perfection climatique contrôlée. Tout parlait de succès bâti sur la sueur et la stratégie. Ils sont là, annonça Pépé Franck de son poste sur le porche, où il avait monté la garde comme une sentinelle. Je lissai mon jean, un jean de marque qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe quand il m'avait laissé ici. Le succès avait apporté des choix, bien que je n'ai jamais oublié la fille en vêtements de travail empruntés. La BMW qui s'arrêta semblait absurdement déplacée dans le décor de la ferme. Papa sortit le premier, ses cheveux plus gris que dans mon souvenir, son costume froissé par le trajet.
Maman suivit, trop habillée avec des talons qui s'enfoncèrent immédiatement dans le gravier. Manon sortit en dernier, et je faillis ne pas la reconnaître. Fini l'athlète en or qui avait rebondi dans la vie grâce à son talent naturel et à l'investissement parental. Cette Manon se déplaçait avec précaution, favorisant son côté droit, son visage portant une amertume qui la vieillissait au-delà de ses 25 ans. Thérèse maman se précipita, les bras tendus pour une étreinte que j'esquivai. « Bienvenue à la moisson du cœur », dis-je formellement, tendant la main à la place. « Je vais vous faire visiter. » La distance professionnelle les déstabilisa clairement, mais je la maintins comme une armure. Ils voulaient de la chaleur. Ils auraient dû la fournir quand j'en avais besoin. « C'est impressionnant », réussit à dire papa, en observant les opérations visibles. 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, dis-je d'un ton conversationnel, en regardant ses yeux s'écarquiller. Nous prévoyons 1,5 million cette année avec les nouveaux contrats. Manon n'avait pas parlé, son regard fixé sur le sol. Je ressentis une pointe de sympathie inattendue avant de me souvenir comment elle s'était vantée de prendre mes économies pour l'université. Commençons par les serres, suggérai-je, les menant comme n'importe quels autres visiteurs. La visite révéla tout et rien. Ils virent l'expansion physique, le succès professionnel, l'entreprise florissante. Ils ne virent pas les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir, les mains couvertes d'ampoules apprenant à travailler, la lente transformation de fille abandonnée en femme accomplie. 40 employés, notai-je en passant devant le poste d'emballage. Tous locaux, tous payés au-dessus du marché avec des avantages sociaux. Des avantages sociaux, répéta faiblement maman. Assurance santé, cotisation retraite, aide à la formation. Nous croyons en l'investissement dans les personnes. L'ironie n'échappa à aucun de nous. Julien nous rejoignit à l'installation laitière. Sa présence rappelait que j'avais construit plus qu'une simple entreprise. Les commandes des restaurants sont prêtes pour demain, me dit-il, puis il tendit la main à ma famille. Julien Morin, directeur des opérations et fiancé de Thérèse. Fiancé, Manon parla pour la première fois, la voix vive de quelque chose comme le choc. Nous nous marions au printemps prochain, confirmai-je, sentant la main de Julien trouver la mienne. Ici, à la ferme. Nous attendons environ 200 invités. Je vis le calcul dans leurs yeux. Une entreprise prospère, un mariage à venir, une vie qui avait fleuri sans eux. La visite se poursuivit à travers l'exploitation de poulets de race ancienne, la chèvrerie, les parcelles de légumes qui s'étendaient en abondance organisée. « Tu as bien réussi », dit finalement papa, une appréciation professionnelle dans la voix. Malgré les circonstances, acquiesçai-je doucement. Le dîner eut lieu dans la salle à manger rénovée de la ferme. Mémé Rose présidait une table chargée de nourriture fraîche de la ferme. La conversation ressemblait à une navigation dans un champ de mines, chaque sujet potentiellement explosif. Alors, Manon, m'aventurai-je, essayant d'être normal. Quels sont tes projets maintenant ? Elle poussa la nourriture dans son assiette, les épaules voûtées. Pas beaucoup de débouchés pour les joueuses de tennis ratées avec des épaules en vrac. Manon explore des options, intervint rapidement maman. Peut-être quelque chose dans le coaching ou le management sportif. Avec quel diplôme ? La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Silence. Parce que bien sûr, Manon n'avait pas obtenu de diplôme. Elle avait été l'enfant prodige athlète qui n'avait pas besoin de plan de secours. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université, dit papa sur la défensive. Non, acquiesçai-je, en pensant à ma bourse volée. Certains d'entre nous voulaient juste avoir le choix. La température dans la pièce chuta de plusieurs degrés. Pépé Franck se racla la gorge. Thérèse a construit ça sans l'université. Elle l'a construit à partir de rien, après que vous. Il s'interrompit, mais l'accusation était claire. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, protesta maman. Manon avait un tel potentiel. Potentiel ? Manon rit amèrement. Un potentiel qui a duré exactement 3 ans avant que mon corps ne lâche, pendant que Thérèse construisait un avenir réel. Ne fais pas ça, l'avertis-je, reconnaissant la manipulation quand je l'entendais. Mais elle continua, les larmes coulant maintenant. J'ai tout abandonné pour le tennis, mes études, mes amitiés, ma sœur, et pourquoi ? Rien. Pendant que tu transformais l'abandon en réussite. Nous n'abandonnions pas Thérèse, insista papa. Nous investissions dans l'avenir de la famille. En volant le mien, dis-je doucement.
Vous m'avez désinscrite de l'université sans me le dire. Vous avez pris mes opportunités de bourse, vous m'avez laissé ici avec 2 valises et des promesses vides de sacrifices temporaires. Tu sembles avoir bien réussi, dit maman en désignant l'élégante pièce du geste. Malgré vous, pas grâce à vous. Je posais ma fourchette avec précaution. Chaque succès ici est arrivé parce que Mémé et Pépé m'ont montré un amour que vous ne pouviez pas. Parce que j'ai travaillé 18 heures par jour pour apprendre ce que vous n'avez jamais pris la peine d'enseigner. Parce que Julien a cru en ma vision quand vous ne pouviez pas voir au-delà des services de Manon. Ce n'est pas juste, commença papa. Juste? Je ris, le son aussi tranchant que le vent d'hiver. Était-ce juste quand vous avez liquidé mes économies pour l'université? Quand vous avez manqué 7 ans d'anniversaire, quand vous envoyiez des cartes de Noël des tournois de Manon pendant que je me battais pour garder le chauffage? Nous devions faire des choix, dit faiblement maman. Oui, vous en avez fait. Et vous l'avez choisi. Je regardais Manon, qui semblait rétrécir sous le poids de la vérité. À chaque fois, vous l'avez choisi. Eh bien, j'ai choisi aussi. J'ai choisi de construire quelque chose à partir du rien que vous m'avez laissé. Le silence s'étira jusqu'à ce que Julien parle. Je pense que nous devrions discuter de la vraie raison de votre présence. Le visage de maman s'effondra légèrement. Nous avons eu quelques difficultés financières. Voilà. La vraie raison de cette réunion. Pas l'amour, pas le regret, pas même la curiosité pour ma vie. Le besoin, encore. Les factures médicales de Manon, expliqua papa à contre-cœur. Plusieurs opérations, de la kinésithérapie, l'assurance a expiré, et nous avons hypothéqué la maison pour continuer le traitement. Maintenant, l'hypothèque est due, ajouta Manon doucement. Et je ne peux pas travailler, pas contribuer, je ne peux rien faire d'autre qu'être un fardeau. Alors vous êtes venu ici, conclus-je. Chez la fille que vous avez jetée, cherchant quoi? De l'argent, de la sympathie, l'absolution. La famille, c'est fait pour s'entraider, dit maman désespérément. La famille? Je goûtais le mot comme du lait tourné. C'est ce que nous sommes. Mémé Rose parla alors, la voix vive de 7 ans de colère réprimée. La famille n'abandonne pas les enfants. La famille ne vole pas les avenirs. La famille est présente pour plus que juste le besoin. Vous avez mis Thérèse dehors comme du bétail excédentaire. Pépé Franck ajouta, maintenant vous voulez profiter de son succès. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'opportunisme. Mes parents regardèrent leur visage, ne trouvant aucune sympathie. Manon fixait son assiette, les larmes coulant régulièrement. J'ai une proposition, dis-je enfin, la voix de la PDG remplaçant celle de la fille. La Moisson du Cœur embauchera Manon pour notre programme éducatif. Elle pourra enseigner le tennis aux enfants du coin. Activité physique limitée, revenu stable. Logement inclus dans l'ancienne maison du contremaître. C'est généreux, murmura Julien. Mais je n'avais pas fini. En échange, vous signez un document reconnaissant le vol de mes économies pour l'université et acceptant de ne plus faire de réclamations financières sur moi ou mon entreprise. Vol est un mot fort, protesta papa. Un mot exact. Je sortis mon téléphone, montrant des captures d'écran sauvegardées. J'ai tous les emails, tous les SMS sur la réaffectation de mon fonds d'études à la carrière de Manon. Mon avocat dit que c'est suffisant pour un procès civil, mais je préfère les ruptures nettes. La table devint silencieuse, à l'exception des reniflements de Manon. Elle me regarda, puis me regarda vraiment, et je vis la reconnaissance poindre. La sœur dont elle s'était moquée était devenue quelqu'un dont elle avait besoin, tandis que l'avenir doré qu'elle avait volé s'était transformé en cendres. Je suis désolée, murmura-t-elle. J'avais 16 ans, j'étais égoïste et je pensais que j'étais spécial. Je les ai laissés me convaincre que je méritais ton avenir. C'était la première chose honnête que l'un d'eux avait dite. J'étudiais ma petite sœur, voyant au-delà de l'amertume la jeune femme perdue en dessous. L'offre d'emploi tient toujours, lui dis-je. Mais tu travailles pour ça. Pas de traitement de faveur, pas de privilèges familiaux. Tu gagnes ta place comme tout le monde ici. Et nous, demanda plaintivement maman. Et vous? Répliquai-je. Vous êtes des adultes qui avaient fait des choix. Vivez avec. Tu vas vraiment nous laisser perdre notre maison. La voix de papa devint laide. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait. Je me levai, le dîner abandonné.
Vous voulez dire me donner naissance, me nourrir pendant 18 ans? Félicitations pour avoir respecté le minimum légal de la parentalité. Je marchais vers la fenêtre donnant sur les champs que j'avais transformés. Vous m'avez donné la vie, oui, mais vous avez aussi essayé de la reprendre quand Manon semblait plus brillante. Alors non, je ne vous sauverai pas des conséquences que vous avez créées. Sans cœur, cracha maman. Nous t'avons mieux élevé. Mémé et Pépé m'ont mieux élevé, corrigez-je. Vous m'avez juste laissé ici pour que je me débrouille. La soirée se termina avec des papiers signés et des relations officiellement rompues. Manon accepta l'offre d'emploi, désespérée pour toute stabilité. Mes parents partirent les mains vides et le cœur plein, bien que ce qui le remplissait était de la rage, pas de l'amour. Tu penses qu'ils viendront au mariage? Demanda Julien plus tard alors que nous regardions leurs feux arrière disparaître. Non. Je ressentis une paix étrange dans cette certitude. Ils ne se sont jamais montrés pour moi avant. Pourquoi commencerait-il maintenant? Mais Manon resta, emménageant dans la petite maison avec des sacs poubelles de possession et des montagnes d'humilité. Au cours des semaines suivantes, je la regardais lutter avec les mêmes ajustements auxquels j'avais été confronté. Les matins précoces, le travail physique, gagner le respect au lieu de l'attendre. C'est dur, admis-elle un soir, me trouvant dans la serre. Oui, acquiesçai-je simplement. Mais tu l'as fait. J'ai dû. Toi, tu peux choisir. Je lui tendis une bouteille d'eau, notant les nouvelles callosités sur ses mains de joueuse de tennis. C'est la différence entre l'abandon et l'opportunité. Elle hocha lentement la tête, la compréhension se faisant jour. Nous ne serions jamais des sœurs proches, trop de dégâts pour ça. Mais peut-être pourrions-nous être autre chose. Employeur et employé, professeur et élève, deux femmes qui avaient appris que les enfants en or se ternissent, tandis que ceux qui sont abandonnés se transforment parfois en quelque chose de plus fort. La ferme s'installa dans le calme du soir, paisible dans sa productivité. Demain apporterait de nouveaux défis, une nouvelle croissance, de nouvelles possibilités. Mais ce soir, je me tenais dans l'empire bâti sur l'exil et je ne ressentais que de la gratitude. Ils étaient revenus chercher le salut auprès de la fille qu'ils avaient rejetée. Au lieu de cela, ils avaient trouvé une femme qui avait appris à se sauver elle-même. La fille qu'ils avaient laissée en pleurs sur un porche était devenue quelqu'un qui pouvait offrir des emplois, mais pas le pardon, des opportunités, mais pas l'absolution. Et ça, décidai-je alors que les bras de Julien m'entouraient, c'était le plus grand succès de tous. 6 mois avant le mariage, je me tenais dans ce qui allait devenir notre lieu de réception, regardant le lever du soleil peindre la ferme de nuances d'or et de possibilités. L'ancien champ de maïs avait été transformé en un espace événementiel qui rivalisait avec les plus beaux hôtels de Lyon, tout en conservant le charme authentique de la ferme qui rendait la moisson du cœur spéciale. 200 invités, confirma Grace, notre organisatrice de mariage, sur sa liste. La pergola va ici, la piste de danse là. Les tables disposées en fer à cheval face au champ. J'acquiesçai, visualisant l'espace rempli de personnes qui avaient soutenu notre parcours. La vraie famille, celle que l'on choisit plutôt que celle dans laquelle on est. L'ironie ne m'échappait pas que la ferme destinée à mon exil accueillerait ma plus grande célébration. Julien nous rejoignit, café à la main, sa présence toujours aussi rassurante. Traiteur finalisé. Antoine s'en occupe personnellement, confirmai-je. Le chef de la Belle-Vue, notre premier client, avait insisté pour créer le menu en guise de cadeau. De la ferme à la table, mettant en vedette exclusivement nos produits. Grace prit des notes avec une précision efficace. Maintenant, concernant la section famille. Il n'y en a pas, dis-je fermement. Pas de placement spécial pour les parents de sang. Tout le monde s'assoit en fonction de son rôle dans nos vies, pas de son ADN. Elle fit une pause, son stylo en suspens. Vos parents ne seront pas présents. Les mots venaient plus facilement maintenant, 6 mois après leur tentative de raquette ratée. Manon travaillait toujours au programme éducatif, enseignant le tennis aux enfants de la ferme avec une patience surprenante. Mais mes parents avaient disparu, retournant à leur vie hypothéquée, trop fiers pour accepter des emplois, trop fauchés pour maintenir les apparences. Ils essaient toujours, mentionna doucement Julien, me montrant son téléphone. 3e fournisseur cette semaine qu'il contacte. Le texto de notre fleuriste détaillait comment Patricia Morin avait appelé, s'identifiant comme la mère de la mariée, tentant de changer la commande de fleurs pour inclure des roses blanches. Je préférais les tournesols, ce que ma mère aurait su si elle avait été présente à un quelconque moment de ma vie d'adulte.
Bloque leur numéro, ordonnez je. Renvoie la liste des fournisseurs approuvés. Aucun changement sans confirmation écrite de Julien ou de moi. Mais ils persistèrent avec la détermination de gens à qui on n'avait jamais dit non. Le photographe reçut des appels pour inclure des moments familiaux spontanés. L'orchestre reçut des demandes de chansons pour la danse père-fille. Le pâtissier entendit des suggestions pour un gâteau du marié sur le thème du tennis, comme si la carrière ratée de Manon devait figurer à mon mariage. Ils sont aux abois, observa Mémé Rose un soir, me montrant le dernier post Instagram de Manon. Ma sœur avait lancé un blog intitulé Du cours à la ferme, documentant son parcours de rééducation. Le post du jour présentait des photos d'archives, dont une de nos enfants, avec la légende « Je soutiens mon incroyable sœur alors qu'elle prépare son mariage de rêve ». Tellement béni de faire partie de son voyage. La section des commentaires révélait la vérité. Des centaines d'abonnés demandant pourquoi Manon n'était pas dans le cortège, pourquoi les photos de famille semblaient absentes des préparatifs du mariage, pourquoi quelqu'un d'aussi réussi semblait éloigné de ses racines. Elle construit un récit, dis-je, reconnaissant la stratégie. La pauvre athlète blessée se réconciliant avec sa sœur à succès, essayant de guérir les blessures familiales. « Que veux-tu faire ?» demanda Julien, toujours pratique. « Rien. Je fermai l'ordinateur portable. Laisse-la faire son spectacle pour des inconnus. Ça ne change pas la réalité. » Mais le spectacle s'intensifia. Manon commença à apparaître au rendez-vous avec les fournisseurs du mariage, se présentant comme la sœur de la mariée, offrant son aide pour la coordination. Elle souriait tristement lorsqu'on lui demandait son rôle, laissant entendre que je l'avais exclue cruellement, alors qu'elle n'avait jamais été que de soutien. Le point de rupture arriva quand elle contacta directement Grace. Elle a proposé d'organiser une surprise, rapporta Grace, mal à l'aise. Une réunion de famille au dîner de répétition. Elle prétend que vous voulez secrètement une réconciliation, mais que vous êtes trop fier pour l'organiser. Je posai ma tasse avec précaution, contrôlant la colère qui montait en moi. Qu'a-t-elle proposé exactement? Faire venir la famille élargie, organiser des discours de vos parents. Un montage vidéo de souvenirs d'enfance. Elle a même suggéré une démonstration de tennis pour montrer comment votre succès a inspiré sa guérison. Non, le mot sortit plus dur que prévu. Absolument pas. Si Manon vous contacte à nouveau, renvoyez-la vers notre avocat. Mais même cela ne les arrêta pas. Mes parents lancèrent leur propre campagne, plus insidieuse que le spectacle public de Manon. Ils appelèrent des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, se dépeignant comme des parents au cœur brisé, exclus par une fille vindicative. Tante Catherine, la sœur de mon père, appela un soir. « Thérèse, ma chérie, ta mère est anéantie. Elle dit que tu ne veux même pas discuter du mariage. » « Il n'y a rien à discuter, » répondis-je, préparant les légumes pour le dîner. « Ils ne sont pas invités. Mais ce sont tes parents. Quoi qu'il se soit passé, un mariage est sûrement le moment du pardon. Que pensez-vous qu'il se soit passé, tante Catherine? » Silence, puis, mal à l'aise, « Eh bien, ils ont mentionné un désaccord sur le financement des études. Ils ont volé mes économies pour l'université, dis-je clairement. Ils m'ont abandonné dans cette ferme pour travailler comme main-d'œuvre non rémunérée pendant qu'ils poursuivaient la carrière de tennis de Manon. Ils ont manqué 7 ans de ma vie jusqu'à ce que j'aie de l'argent qu'ils voulaient. Ils ont dit que c'était plus compliqué. Ça ne l'est pas, je mis le téléphone sur haut-parleur, continuant la préparation du dîner. Ils ont fait des choix. Maintenant, je fais les miens. Quiconque ne peut pas respecter cela est le bienvenu pour sauter le mariage. La nouvelle se répandit dans la famille. Certains parents, choqués par la vérité, offrirent un soutien tardif. D'autres, empoisonnés par la version de mes parents, m'accusèrent de cruauté. Je répondis aux appels avec une patience décroissante, chaque conversation renforçant pourquoi j'avais construit une famille choisie à la place. « Tu vas le regretter », m'avertit oncle Harold, le frère de mon père, qui avait toujours encouragé son égoïsme. La famille, c'est pour toujours. Le succès est temporaire. Alors où était la famille quand j'en avais besoin, répliquai-je. Où étiez-vous quand une fille de 18 ans a été larguée sans rien? Ne me faites pas la leçon sur le pour toujours quand vous n'avez pas pu gérer 7 ans. Julien me trouva dans la serre après cet appel, arrachant les mauvaises herbes avec une violence inutile. Ils t'atteignent. Ils ne sont pas invités dans ma vie. Pourquoi devrait-il pouvoir l'affecter? Il me prit dans ses bras, terre et tout.
Parce que tu es humaine. Parce que malgré tout, une partie de toi aimerait qu'il soit différent. J'aimerais qu'il soit décent, admis-je contre sa poitrine. Mais souhaiter ne rend pas les choses vraies. La nouvelle escalade vint par les voies légales. Une lettre de l'avocat de mes parents suggérant une médiation pour résoudre les conflits familiaux avant le mariage. La menace à peine voilée laissait entendre qu'ils créeraient une scène publique s'ils étaient exclus. Notre avocat, Martin Chan, aucun lien avec Henri, rit quand je lui montrai. Ils n'ont aucun motif pour quoi que ce soit. Vous êtes des adultes. Le mariage a lieu sur une propriété privée. Nous pouvons faire en sorte que la sécurité les expulse si nécessaire. Faites-le, décidez-je. Engagez la sécurité. Donnez-leur des photos. Quiconque n'est pas sur la liste des invités n'entre pas sur la propriété. Mais Manon tenta une dernière approche. Cette fois, en ciblant Julien. Elle apparut à sa clinique vétérinaire pendant le déjeuner, les larmes coulant déjà. Je veux juste retrouver ma sœur, sanglota-t-elle à la réceptionniste, assez fort pour toute la salle d'attente. Je sais que j'ai fait des erreurs en tant qu'adolescente, mais Thérèse ne me pardonnera pas. Elle ne me laissera même pas assister à son mariage. Julien sortit d'une salle d'examen, observant le spectacle. Manon, c'est mon lieu de travail. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Elle s'agrippa à son bras de manière dramatique. Tu l'aimes. Ne peux-tu pas l'aider à voir que la famille mérite une seconde chance? Thérèse t'a donné un travail et un logement, dit-il calmement. C'est plus que ce que la plupart des gens offriraient. Mais pas le pardon, pas l'inclusion. Je suis sa seule sœur. Par le sang. Julien retira doucement mais fermement sa main. Pas par choix. Il y a une différence. Elle partit, mais pas avant que plusieurs clients n'enregistrent l'échange. Le soir, la vidéo circulait sur les réseaux sociaux locaux avec des légendes sur les mariés sans cœur et les dysfonctionnements familiaux. Laisse-les parler, décidai-je, en examinant les préparatifs de sécurité avec grâce. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. 3 mois avant le mariage, mes parents tentèrent leur coup le plus audacieux. Ils se présentèrent à la ferme sans prévenir, habillés de manière formelle avec un photographe. Photo de mariage de famille, annonça maman vivement, comme si nous avions prévu cela. Toute mariée a besoin de portraits convenables avec ses parents. La sécurité les intercepta à l'entrée. Je regardais sur l'écran de la caméra comment le sang-froid de maman se fissurait. C'est ridicule, cria-t-elle aux gardes. Je suis sa mère. J'ai des droits. Vous n'avez aucun droit sur une propriété privée sans invitation, madame. Carlos, notre chef de la sécurité, resta impassible. Veuillez partir avant que j'appelle les autorités locales. Papa essaya de raisonner. Nous voulons juste quelques photos. Quel mal cela pourrait-il faire? Les instructions de la mariée étaient claires, répondit Carlos. Pas d'accès sans approbation préalable. Ils partirent, mais pas avant que le photographe n'ait capturé la crise de maman et la colère rouge de papa. Ces photos ne firent jamais surface, me faisant me demander si même les professionnels engagés reconnaissaient la manipulation quand ils la voyaient. Manon démissionna le lendemain, laissant une lettre pleine d'accusations de cruauté et d'opportunités de guérison manquées. Elle retourna vivre avec nos parents, la petite maison vide à nouveau, le programme de tennis transféré à un autre instructeur qui voulait réellement travailler plutôt que de se donner en spectacle. Bon débarras, déclara Mémé Rose, en m'aidant à emballer les affaires abandonnées de Manon. Cette fille a hérité des pires qualités de tes parents. Elle a hérité de leur choix, corrigez-je, tout comme j'ai hérité des conséquences. 1 mois avant le mariage, les campagnes de la famille élargie s'intensifièrent. Des cousins que je me souvenais à peine appelèrent avec des appels émotionnels. Des amis d'enfance clairement coachés me contactèrent pour des postes de demoiselle d'honneur. Même notre ancien curé me contacta sur l'importance d'honorer son père et sa mère. L'honneur exige une relation, lui dis-je poliment. Ils ont rompu la nôtre il y a 7 ans. Mais sûrement, Pasteur Williams, ils ont volé mes économies pour l'université et m'ont abandonné. Où est l'honneur là-dedans? Il n'eut pas de réponse, tout comme tous les autres qui avaient absorbé la version édulcorée des événements. La vérité était trop laide pour les gens qui avaient besoin de croire en l'amour parental. Julien suggéra de s'enfuir pour se marier plus d'une fois, inquiet du stress qui se manifestait par mon tempérament raccourci et mon sommeil perturbé. Mais je refusais de les laisser me voler ça aussi. Ils ont pris mon passé, dis-je fermement. Ils n'auront pas mon avenir.
Nous continuâmes donc à planifier notre mariage à la ferme, notre célébration de la famille choisie et du succès mérité. La liste des invités se remplit de partenaires restaurateurs, d'employés devenus amis, de membres de la communauté qui avaient soutenu notre croissance. De vraies relations construites sur la présence, pas sur l'ADN. Le décompte final est de 198, confirma Grace lors de notre dernière réunion de planification. Votre côté est celui de Julien parfaitement équilibré. Pas de place vide pour la famille manquante, demandai-je, connaissant la réponse. Pas de place vide, sourit-elle. Chaque siège est rempli par quelqu'un qui vous aime. Ce soir-là, je m'assis avec Pépé Franck sur le porche, examinant les détails de la cérémonie. Des regrets, demanda-t-il doucement. Concernant le mariage, aucun. Concernant eux? Je réfléchis à la question, regardant les lucioles danser au-dessus des champs que j'avais transformés. Je regrette qu'il n'ait pas pu être différent, mais je ne regrette pas de protéger ma paix. Bien, ma fille. Il me tapota la main avec des doigts qui m'avaient tout appris sur le travail et la valeur. On n'invite pas le poison à sa fête en s'attendant à ce qu'il ne se propage pas 2 semaines avant le mariage, une dernière lettre arriva. Pas de mes parents ou de Manon, mais de leur avocat. Une offre enveloppée dans un langage juridique. Ils renonceraient à toutes les réclamations, cesseraient toutes les tentatives de contact, respecteraient la décision de non-invitation pour 50 000 €. Ils vendent leurs droits parentaux, s'émerveilla Martin. C'est un nouveau bas-fond. Préparez les papiers, décidez-je, mais faites-le pour 5 000 €, le montant exact de mes économies pour l'université volée. Ils n'accepteront pas ça, m'avertit-il. Alors ils n'auront rien. Je signe là où il faut, tout comme ils m'ont donné. La réponse arriva rapidement, pleine de rage sur le manque de respect et la cruauté, mais ils signèrent. Pour 5 000 €, ils acceptèrent légalement de cesser d'être ma famille. J'ai acheté ma liberté 2 fois, dis-je à Julien ce soir-là. Une fois avec la sueur, une fois avec de l'argent. Ça valait chaque centime, acquiesça-t-il en me serrant dans ses bras. La ferme s'installa dans la préparation du mariage, des guirlandes lumineuses apparaissant comme des étoiles, des tables disposées avec une précision mathématique. Chaque détail reflétait notre voyage de l'abandon à l'abondance, de l'isolement à la communauté. Une semaine avant le mariage, je me tenais là où la cérémonie aurait lieu, Julien à mes côtés, Mémé et Pépé regardant depuis leur chaise. Le soleil couchant peignait tout en or, transformant la beauté ordinaire en quelque chose de magique. Pas de regret, demanda Julien, faisant écho à la question de Pépé. Aucun, dis-je fermement. Chaque siège vide qu'ils ne remplissent pas laisse de la place à quelqu'un qui est réellement présent. Et ça, réalisai-je, était le plus grand cadeau que mes parents m'avaient fait. Pas leur présence, mais leur absence. L'espace pour construire quelque chose de beau sans leur poison. Pour choisir un amour qui ne venait pas avec des conditions ou de la manipulation. Notre mariage célébrerait ce choix. Chaque invité, chaque moment, chaque détail, preuve que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est être présent, rester présent, et choisir l'amour plutôt que la convenance. La fille qu'ils avaient abandonnée avait appris cette leçon à travers les larmes et le temps. La femme qui se mariait avait construit une vie sur cette fondation, et pas un seul moment de cette célébration n'inclurait de place pour ceux qui avaient prouvé qu'ils ne la méritaient pas. Le matin de mon mariage se leva parfait. Un de ces rares jours de printemps en Auvergne où la température, le soleil et la brise s'alignaient en harmonie. Je me réveillais dans ma chambre d'enfant, transformé maintenant par le succès, mais gardant encore les murmures de la fille qui avait pleuré jusqu'à s'endormir cette première nuit d'abandon. Debout, belle mariée. Mémé Rose entra en coup de vent avec du café et ses célèbres brioches à la cannelle, le même petit déjeuner qu'elle avait fait ce terrible Noël il y a 7 ans quand la chaudière était tombée en panne. Maintenant, la maison bourdonnait d'une climatisation parfaite et de préparatifs affairés. Sarah, ma témoin et directrice financière de la Moisson du Cœur, passa la tête. Coiffure et maquillage sont là. Prête pour ça? Prête depuis des années, dis-je sincèrement. La matinée passa dans un tourbillon de préparatifs. Ma robe, une création de designer qui coûtait plus que ce que mes parents avaient dépensé pour la première année de tennis de Manon, tombait parfaitement. Une élégance simple plutôt qu'un étalage ostentatoire, tout comme la vie que j'avais construite. La coiffeuse tissa du gypsophile dans mon chignon, des fleurs cultivées dans notre propre serre. On dirait une couverture de magazine, Jenna, une de mes demoiselles d'honneur et notre directrice marketing, prenait des photos. L'élégance champêtre personnifiée.
Par la fenêtre, je regardais le lieu prendre vie. Le personnel positionnait les tables avec une précision militaire. Chaque centre de table mettait en vedette des tournesols de nos champs. L'équipe de traiteurs d'Antoine déchargeait des camions de nourriture qui mettraient en valeur tout ce que la moisson du cœur était devenue. Les musiciens accordaient leurs instruments sur la scène construite sur mesure. La sécurité vient d'appeler, apparut Grâce avec sa tablette omniprésente. Nous avons des visiteurs non invités à l'entrée. Je m'y attendais. Malgré les accords légaux et les promesses payées, mes parents ne pouvaient résister à une dernière tentative d'inclusion forcée. Dites à Carlos de s'en occuper. Je ne m'occupe pas d'eux aujourd'hui. Mais leur persistance dépassa même mes attentes. 20 minutes plus tard, Carlos lui-même apparut à la porte. Mademoiselle Thérèse, je m'excuse, mais la situation s'envenime. Ils ont amené d'autres personnes. Sur l'écran de sécurité de la tablette de Grâce, je les vis. Mes parents en tenue de soirée, accompagnés de Manon et de plusieurs parents que je reconnaissais à peine. Oncle Harold se disputait avec les gardes tandis que tante Catherine éponguait des larmes théâtrales. Ils avaient même apporté des pancartes, la famille a sa place au mariage et le pardon est divin. Ils font une scène devant les invités qui arrivent, rapporta Carlos. Dois-je appeler la police? Pas encore. J'étudiais l'écran, me sentant étrangement calme. Je vais m'en occuper. Tu ne vas pas sortir là-bas dans ta robe de mariée, protesta Sarah. Non, mais je ne me cache pas non plus. J'attrapais le peignoir en soie accroché à proximité. Donnez-moi 5 minutes. Je les trouvais regroupés au poste de sécurité, leur voix portant dans l'air matinal. Les premiers invités ralentissaient pour regarder le spectacle de personnes bien habillées se voyant refuser l'entrée à une célébration évidente. C'est ridicule. Maman me repéra la première, son visage passant de la colère à un espoir désespéré. Thérèse, ma chérie, s'il te plaît. Nous voulons juste te voir te marier. Avec un photographe, notez-je l'appareil photo professionnel autour du cou d'un inconnu, et des pancartes de protestation. Ce n'est pas de l'amour, mère, c'est du spectacle. Nous sommes ta famille. Papa s'avança, arrêté par la main ferme de la sécurité. Quoi qu'il se soit passé entre nous, sûrement aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de célébrer avec les personnes qui ont soutenu mon parcours, l'interrompis-je. Vous ne faisiez pas partie de ce parcours, par choix. Manon se poussa au premier rang, portant ce qui ressemblait à son ancienne robe de tennis transformée en tenue de soirée. Je suis ta seule sœur. Comment peux-tu être si cruel? De la même manière que tu l'as été quand tu as pris mes économies pour l'université avec un sourire, répondis-je calmement. De la même manière que vous l'avez tous été quand vous êtes partis il y a 7 ans. Les gens font des erreurs, intervint tante Catherine. La famille pardonne. La famille est présente, répliquai-je. Où étiez-vous tous pendant ces 7 années où j'apprenais à cultiver, à construire une entreprise, à me fiancer? La famille n'apparaît pas seulement pour les célébrations après avoir manqué toute la lutte. Le photographe leva son appareil, mais Carlos se plaça entre nous. J'appréciais la protection, mais je n'en avais pas besoin. Laissez-les documenter ce moment. Laissez-les capturer la femme qui avait grandi hors de leur portée. J'ai quelque chose pour vous, dis-je à mes parents, sortant une enveloppe de ma poche. Grâce m'avait trouvé paranoïaque de préparer cela, mais j'avais su qu'il viendrait. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 € et une lettre que j'avais écrite la nuit dernière. Papa le prit avec des mains tremblantes, maman lisant par-dessus son épaule. Ceci rembourse les économies pour l'université que vous avez volées, expliquai-je alors qu'ils absorbaient les mots. Chaque centime, bien que pas les opportunités qu'il représentait. La lettre explique ce que j'ai appris de votre abandon. Comment travailler, comment construire, comment choisir une famille basée sur l'amour plutôt que sur le sang. D'une certaine manière, je devrais vous remercier. Me laisser ici a été le plus grand cadeau que vous m'ayez jamais fait, bien que vous le destiniez à l'exil. Nous n'avons jamais voulu, commença maman. Si, vous l'avez voulu. Je la coupai gentiment mais fermement. Vous vouliez me parquer quelque part pendant que vous investissiez dans les rêves de Manon. Vous vouliez donner la priorité au potentiel plutôt qu'à la présence. Vous avez voulu chaque choix que vous avez fait, et j'ai accepté cela. Je regardais Manon, voyant alors non pas ma sœur, mais une étrangère portant des traits familiers. L'offre d'emploi tient toujours si tu veux travailler pour ça. Mais travailler signifie être présente tous les jours, pas seulement quand les caméras tournent.
Je ne veux pas de ta charité, cracha-t-elle. Bien. Je n'en offrais aucune. Je me tournai vers nos parents. Vous avez deux choix. Partir maintenant avec dignité ou être expulsé par la police. L'accord légal que vous avez signé vous empêche d'entrer sur cette propriété ou de contacter les fournisseurs. Continuez à le violer et je porterai plainte. Tu ferais arrêter tes propres parents à ton mariage, s'emporta oncle Harold. Je protégerai ma paix à tout prix, confirmai-je. Tout comme ils ont protégé les opportunités de Manon au détriment des miennes. L'impasse dura un instant de plus avant que papa n'entraîne maman. Viens, Patricia, nous avons fini ici. Mais les photos, protesta-t-elle faiblement. Les gens demanderont où nous sommes. Dites-leur la vérité, suggérai-je. Que vous avez choisi le peut-être d'une autre fille plutôt que ma certitude. Que vous avez récolté ce que vous avez semé. Que parfois les conséquences durent plus longtemps que les regrets. Ils partirent en un groupe de dignité blessée et de colère mal placée, le photographe traînant derrière avec rien de valable à capturer. Je regardai jusqu'à ce que leur voiture disparaisse, ne ressentant ni satisfaction ni tristesse. Juste un achèvement. Ça va, demanda Sarah quand je retournai à la suite de préparation. Parfaitement, l'assurai-je, et je le pensais. Maintenant, marions-moi. 2 heures plus tard, je me tenais à l'entrée de notre lieu de réception, la musique d'orgue flottant sur les chants qui avaient autrefois semblé être des barreaux de prison. 200 invités se levèrent comme un seul homme, les visages pleins d'une joie authentique plutôt que d'une présence obligatoire. Ces personnes avaient gagné leur place par un soutien présent et une relation authentique. Julien attendait à l'hôtel que nous avions construit ensemble, son sourire plus éclatant que le soleil de printemps. À ses côtés se tenaient ses témoins, dont Antoine, et plusieurs partenaires restaurateurs qui avaient cru en nous depuis le début. Mes demoiselles d'honneur bordaient le côté opposé, des employés devenus famille par un objectif commun. Mais c'est Pépé Franck qui vola la vedette, me conduisant à l'hôtel avec des pas prudents qui montraient son âge, mais pas sa faiblesse. Cet homme qui m'avait appris à traire les vaches et à réparer les clôtures, qui m'avait montré que la valeur vient du travail plutôt que de la naissance. Il avait gagné cet honneur par 7 ans de présence. Qui donne cette femme en mariage, demanda l'officiant. Elle se donne elle-même, répondit Pépé, sa réponse préparée faisant rire les invités. Je suis juste honoré de marcher à ses côtés. Il m'embrassa sur la joue, murmura fier de toi, ma chérie, et prit sa place à côté de Mémé Rose au premier rang. Les places que mes parents auraient pu occuper étaient occupées par la famille élargie de Julien à la place, des gens qui m'avaient accueilli sans question ni condition. La cérémonie mêlait des vœux traditionnels à des promesses personnelles. Julien s'engagea à soutenir mes rêves aussi avec autant d'enthousiasme que j'avais soutenu les siens. Je promis de construire notre avenir avec la même détermination qui avait bâti notre entreprise. Nous échangeâmes des alliances fabriquées par un artisan local, payées avec des légumes troqués à nos débuts. Je vous déclare maintenant mari et femme, déclara l'officiant. Julien, vous pouvez embrasser votre marié. Il le fit, longuement, tandis que les invités éclataient en célébration. Nous nous tournâmes pour faire face à notre communauté en tant que partenaires mariés, remontant l'allée sous une pluie de pétales de fleurs cultivées dans notre serre. La réception se déroula comme un rêve expurgé de tous les cauchemars. La nourriture d'Antoine suscita des exclamations d'appréciation. Chaque plat mettait en valeur les produits de la moisson du cœur transformés en art culinaire. L'orchestre joua tandis que les invités dansaient sur des pistes qui avaient autrefois stocké du grain. Les discours vinrent de personnes qui avaient été témoins de notre parcours. Chaque histoire ajoutant des couches à notre histoire commune. À Thérèse et Julien, Antoine leva son verre pendant son discours de témoin, qui ont prouvé que les meilleurs partenariats grandissent naturellement, comme tout ce qu'ils touchent. Pendant le dîner, je fis mon propre discours, debout avec la main de Julien dans la mienne. On dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais tout le monde ici prouve le contraire. Vous avez choisi de soutenir 2 jeunes avec de la terre sous les ongles et des rêves plus grands que leur expérience. Vous êtes devenus notre famille par la présence, pas par la génétique. Cette célébration est autant la vôtre que la nôtre. Je fis une pause, voyant certains invités essuyer des larmes. Il y a 7 ans, je pensais que ma vie se terminait quand ma famille de naissance m'a abandonné ici. Maintenant, je sais qu'elle commençait. Chaque personne dans cette salle a contribué à ce commencement. Vous avez investi en nous, non pas avec de l'argent, mais avec la foi. Ce soir, nous célébrons les dividendes de cet investissement. À la famille choisie, cria quelqu'un, et le toast résonna dans toute la réception.
La danse dura jusqu'après minuit, les invités réticents à mettre fin à cette soirée magique. Julien et moi circulâmes à chaque table, partageant des moments avec des gens qui les avaient mérités. Le photographe captura une joie réelle plutôt qu'une performance mise en scène. Chaque image reflétant des relations authentiques. Pas de regret, demanda Mémé Rose pendant notre danse, faisant écho à la question qui avait suivi mes préparatifs. Un seul, admis-je, que toi et Pépé ayez dû voir votre fils devenir quelqu'un capable d'abandonner sa fille. Elle me serra la main. Mais nous avons pu voir cette fille devenir quelqu'un de magnifique. Ça valait l'échange, ma chérie. Vers la fin de la soirée, je remarquai un mouvement à la lisière de la propriété. Une silhouette se tenait juste au-delà de la clôture, regardant la célébration de loin. Manon, toujours dans sa robe de tennis modifiée, seule dans l'obscurité, tandis que la joie flamboyait à l'intérieur de limites qu'elle ne pouvait franchir. Pendant un instant, j'envisageais de la reconnaître. Puis Julien m'entraîna dans une autre danse. Nos invités applaudirent quelque chose d'intelligent, et j'oubliais la fille dehors. Elle avait choisi la performance plutôt que l'authenticité, tout comme nos parents. Les conséquences de ce choix incluaient l'exclusion des moments réels. Il est temps pour la dernière danse, annonça le chef d'orchestre alors que 2 heures du matin approchaient. Julien et moi prîmes la piste seuls, nous balançant sur la chanson que nous avions choisie pour ses paroles sur le fait de construire quelque chose à partir de rien. Autour de nous, nos invités formaient un cercle, leurs visages brillant à la lueur des bougies et d'affection. Ces personnes qui s'étaient montrées non seulement ce soir, mais à travers chaque défi, chaque succès, chaque jour ordinaire qui avait mené à celui-ci, extraordinaire. La chanson se termina, la soirée se conclut, mais les relations continueraient. Demain, le mois prochain, l'année prochaine, ces mêmes personnes seraient présentes pour tout ce qui viendrait ensuite. C'était la différence entre la famille assignée et la famille choisie. L'une avec laquelle on est coincé. L'autre qui reste avec vous. Alors que les invités partaient avec des sacs cadeaux de confiture de la ferme et des notes de remerciements manuscrites, je me tenais avec Julien dans notre lieu de réception qui se vidait. Les étoiles au-dessus semblaient particulièrement brillantes, bénissant notre commencement d'une approbation céleste. « Comment ça va, Madame Morin ?» demanda Julien en m'attirant contre lui. « Comme un achèvement », répondis-je. Comme si tout menait à ça. 3 mois plus tard, un colis arriva à la ferme. Pas d'adresse de retour, mais je reconnus l'écriture de Manon. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées des réseaux sociaux, sa tentative de documentation de notre mariage. Des photos floues et lointaines de la cérémonie, des messages en colère sur l'exclusion, des commentaires amers sur la fausse famille et les liens du sang. Mais aussi, en bas, une seule note honnête. Tu avais raison. J'ai choisi la performance plutôt que la présence. Je le vois maintenant. Peut-être qu'un jour je mériterai une place à ta table. Pas en tant que ta sœur, mais en tant que quelqu'un qui est présent. Je rangeai la note, sans espoir ni cynisme. Les gens pouvaient changer, mais le changement exigeait plus que des mots. Il exigeait une présence, une constance, une preuve à travers les jours et les années plutôt que des moments dramatiques. Tu penses qu'elle est sincère ? Demanda Julien, lisant par-dessus mon épaule. Ce qu'elle pense n'a pas d'importance, décidai-je. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait. La vie continua son rythme. La ferme prospéra. Notre mariage s'approfondit. Mémé et Pépé vieillirent gracieusement dans la maison que l'amour avait préservée. Parfois, je pensais à la fille dont les rêves d'université étaient morts dans une allée poussiéreuse. J'espérais qu'elle savait que tout ce qui avait été volé avait été remplacé par quelque chose de mieux. Pas remplacé exactement, transformé. Comme un sol qui semble stérile jusqu'à ce que la bonne graine le trouve. Comme un potentiel qui exige l'abandon pour découvrir sa vraie forme. Comme un amour qui devient plus fort d'être choisi plutôt qu'assigné. Notre mariage avait célébré tout cela. Chaque siège vide où ma famille de naissance aurait pu s'asseoir avait été rempli par quelqu'un qui avait gagné sa place par sa présence. La fille qu'ils avaient abandonnée avait construit une vie qui n'exigeait pas leur approbation, un succès qui ne leur devait rien. Une joie qui les excluait par leur propre choix. Et à la fin, c'était la plus grande célébration de toutes. Pas seulement le mariage avec Julien, mais le mariage avec une vie que j'avais construite moi-même. Une vie qui avait grandi de l'abandon à l'abondance, de l'exil à l'empire, de leur fille à ma propre femme. La ferme dormait sous la lumière des étoiles, paisible dans sa prospérité. Demain apporterait de nouveaux défis et une croissance continue.
Mais ce soir, dans le calme après la célébration, je connaissais une vérité avec une certitude de roc. Il m'avait donné comme quelque chose sans valeur. J'avais prouvé que la valeur n'est pas déterminée par ceux qui vous rejettent, mais par ce que vous construisez à partir des morceaux qu'ils laissent derrière eux. Et ce que j'avais construit, cette vie, cet amour, cette famille choisie, valait plus que tout ce qu'ils avaient essayé de voler.